Aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement si on ne fait pas attention aux ressources qui vont, n'est-ce pas, conduire à ce développement. Quand je parle de ressources, je entends par là ressources humaines, ressources financières et techniques, ressources techniques, ressources technologiques, et j'en passe. Donc tout cela doit pouvoir être mis en cohérence. Mais on ne peut pas aussi parler de développement si on n'a pas une parfaite connaissance de la chaîne de valeur du développement. Bienvenue sur la chaîne du bureau ACA Expertise, sur laquelle nous parlons essentiellement d'expertise, mais précisément d'expertise africaine. Parce que c'est avec la connaissance et aussi avec la pratique du terrain qu'on peut vraiment appuyer le développement de notre continent. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Claude Koya, qui est un expert qui a plus de 20 années d'expérience dans le domaine de la planification. Et Jean-Claude aura le plaisir de se présenter à nous. Merci bien, M. Akoué. Alors, je salue tous ceux qui vont nous suivre. Et donc, je suis Jean-Claude Koya, expert environnementaliste, spécialiste du développement durable. Je suis aussi président et fondateur de l'Académie des hautes études et d'analyse géostratégique, aussi consultant international et auteur-écrivain aux éditions universitaires européennes. Et enfin, je suis aussi membre de la System Dynamic Society. C'est un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Claude. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de développement et de la résilience climatique, notamment des questions systémiques entre les décisions que les sectoriels peuvent prendre au niveau des États. Quel est l'impact que les décisions des sectoriels peuvent avoir sur l'ensemble global du développement dans notre environnement ou dans nos pays africains? Alors, dans nos pays africains, déjà, il faut dire que le développement, c'est une denrée aujourd'hui qui est, on va dire, pour beaucoup en souffrance, parce que c'est vrai, tous les pays sont en quête de développement. Et maintenant, nous avons en plus du développement la question du développement durable, qui fait allusion aux objectifs des Nations Unies, cet objectif à mettre en œuvre. Mais aussi, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a lieu de soutenir ce développement dans nos différents pays. Une chose est importante, on ne peut pas parler de développement si ce développement n'est pas soutenu par des politiques. Ce sont des politiques, n'est-ce pas, qui sont élaborées au niveau de nos différents pays, n'est-ce pas, qui sont mises en œuvre et qui, après, voilà, vont produire ce qu'on appellera, en fait, le développement. Mais est-ce que ces politiques-là sont bâties dans un environnement qui soit cohérent, qui soit complémentaire et qui soit aussi interopérable? Donc là, se trouve maintenant tout le défi à venir. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement si on ne fait pas attention aux ressources qui vont, n'est-ce pas, conduire à ce développement. Quand je parle de ressources, je t'entends par là ressources humaines, ressources financières et techniques, ressources techniques, ressources technologiques, et j'en passe. Donc tout cela doit pouvoir être mis en cohérence. Mais on ne peut pas aussi parler de développement si on n'a pas une parfaite connaissance de la chaîne de valeur du développement, c'est-à-dire la chaîne PPP-BSE. J'entends par là prospective, planification, programmation, budgétisation, suivi, évaluation. Et il doit y avoir une certaine cohérence, une certaine logique dans la mise en œuvre de cela. Et donc, c'est ce que nous pouvons dire. Aujourd'hui, il faut dire que tout part de la vision des différents États. Voilà. Dans des pays, vous avez les études nationales prospectives qui sont élaborées. Mais tous les plans de développement s'appuient sur ces différentes politiques, c'est-à-dire toutes ces différentes études nationales prospectives. Aujourd'hui, dans nos différents pays, n'est-ce pas, ces différentes études nationales prospectives là sont en souffrance parce que c'est le parent pauvre en matière de financement, en matière de regard. Aujourd'hui, avec l'évolution de la géopolitique internationale, il y a lieu de comprendre qu'aujourd'hui, il va falloir prendre les choses de façon systémique, j'allais dire. Aujourd'hui, quand on parle de politique sectorielle, les politiques sectorielles découlent effectivement de cette vision des différents pays inscrits dans leur étude nationale prospective, ceux qui en ont d'ailleurs. Et donc là, s'il n'y a pas de cohérence entre les différentes politiques sectorielles, et comment est-ce que la vision pourrait être atteinte? C'est là, en fait, maintenant, toutes les politiques sectorielles découlent, j'allais dire, de cette étude nationale prospective qui doit être, j'allais dire, au cœur même de la stratégie nationale, puisqu'elle se définit à long terme, c'est-à-dire dans les horizons 2040, 2050 et autres. Donc, si
les différents plans de développement, plans nationaux de développement des différents pays qui doivent s'exécuter et permettre d'atteindre le scénario optimiste, j'allais dire, de ces études nationales prospectives qui reflètent la vision et surtout la politique gouvernementale, il y a un problème. Donc aujourd'hui, il va falloir maintenant regarder avec des regards d'experts comment est-ce que les politiques sectorielles se développent, comment elles sont mises en cohérence, comment elles sont interopérables et comment est-ce que les indicateurs qui soutiennent leur suivi et évaluation sont aussi suivis. Donc aujourd'hui, c'est là le problème. On a dans nos différents pays la situation où généralement les sectoriels font cavalier seul. Quand on parle de sectoriels qui peuvent pas cavalier seul, vous allez voir que une politique sanitaire se développe toute seule, une politique d'éducation se développe toute seule. Il y a un problème de cohérence, même en matière d'optimisation des ressources qui vont accompagner ces différentes politiques. Vous avez souvent, voilà, carrément un fossé entre certaines politiques, de sorte à ce que il y ait les ressources même qui sont utilisées pour les mises en œuvre de ces politiques-là. On est toujours en attente, on demande toujours de l'aide pour pouvoir les financer. Alors que lorsque les politiques sont arrimées et qu'elles sont mises en cohérence, souvent même les ressources financières allouées à une certaine politique sectorielle peuvent contribuer de façon directe ou indirecte à la mise en œuvre aussi des objectifs d'autres politiques sectorielles. Et ça, c'est ce dont il va falloir, ceux pour lesquels il va falloir être regardant, et pour avoir un bon, un parfait tableau de bord et un suivi dynamique de ce qui se passe. Donc, c'est ce que je pourrais dire déjà d'entrée de jeu pour déjà présenter le décor et dire qu'aujourd'hui, il est tout à fait important de pouvoir maîtriser la question d'adressement des différentes politiques sectorielles. Étant donné que ces politiques sectorielles-là se dépeignent sur d'autres politiques, notamment le secteur privé, même sur la population et même sur voilà, les impacts liés à ces différentes politiques sur la population, se feront sentir. Et aussi, ce qu'il va falloir aussi noter, qui est très important, c'est de voir comment est-ce que ces politiques sectorielles-là mettent au cœur de leur exécution les forces vives de la nation, les forces vives de la nation. J'entends par là la population jeune, n'est-ce pas, le secteur privé, comment j'allais dire, les collectivités territoriales, comment on appelle ça, les ONG. Et donc, tout cela doit pouvoir être impliqué et pris en compte dans la définition de la mise en œuvre même de ces différentes politiques. Généralement, on voit qu'il y a des organes de coordination qui mettent en œuvre des programmes qui découlent des politiques et qui mettent carrément en marge la population. La population, en fait, est là juste pour observer ce qui est en train de se faire sans forcément être impliquée. Et quand je dis cela, cela implique certainement, lorsque la population est mise à profit dans la définition, dans l'exécution des politiques, cela va contribuer à l'enrichissement de nos populations. Je prends un cas simple. Quand vous voyez nos différents plans de développement, cela nécessite des ressources. Nos décideurs sont obligés d'organiser des tables rondes de mobilisation de ressources financières à travers le monde pour pouvoir exécuter des programmes inscrits dans les différents plans nationaux de développement. Alors, toutes ces ressources mobilisées, vous-même faites un peu une observation, voilà, plus simple par rapport à cela. Vous voyez toute cette ressource financière mobilisée pour exécuter nos différents plans nationaux dans nos différents pays. Vous voyez quelle est la part de ces ressources-là qui reviennent aux entreprises nationales. Et là, le fossé est grand. Parce que dans l'exécution des marchés liés à ces différents programmes, vous verrez que les sociétés nationales, déjà même pour certaines n'existant pas, ou bien existantes, sont appelées à disparaître faute de moyens pour pouvoir vivre. Et donc, vous voyez que la part des ressources mobilisées au niveau international ont du mal à rester au niveau national et travailler au développement durable de l'économie nationale. Donc, ce sont des points assez importants qu'il va falloir regarder. Et donc, parler de développement, cela suppose déjà une cohérence des politiques sectorielles, suivi des indicateurs. Et pour cela, il faut pouvoir avoir un regard dynamique, un regard systémique sur l'ensemble de ces secteurs. Alors, quelle politique je développe au niveau de l'éducation et comment est-ce que ces politiques que je décide de mettre en œuvre au niveau de l'éducation impactent les autres secteurs? Est-ce que j'ai pris en compte l'impact, soit positif ou négatif, de ma politique au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, sur les autres secteurs? Quelle est la cohérence? Ou bien quelles politiques qui vont certainement se décliner en programmes qui seront mis en œuvre au niveau national? Comment est-ce que ces programmes-là contribuent de façon directe ou indirecte
à l'enrichissement des populations à la base. Parce que finalement, nos politiques doivent contribuer au développement des ressources humaines nationales. Parce qu'après, dans leur mise en œuvre, le pays a besoin des ressources, pas forcément des ressources étrangères. Aujourd'hui, on a l'ensemble, en tout cas, on va dire 70% de nos programmes exécutés qui sont exécutés par des entreprises ou certaines internationales. Alors que nous avons le challenge de pouvoir développer des champions nationaux qui vont contribuer, n'est-ce pas, à avoir l'expertise et pouvoir recevoir le transfert de technologie éventuellement. Donc, ce sont des points assez importants à prendre en compte. Et pour ce faire, il y a lieu de mettre en place un bon tableau de bord pour apprécier, n'est-ce pas, toute la dynamique en matière de développement, en matière de politique élaborée, même le suivi évaluation, pour pouvoir faire, j'allais dire, un monitoring smart de tout ce qui se passe. Alors, un bon tableau de bord qui permet de suivre un peu tout ce que nous avons fait avec nos différents plans de développement, les politiques qui ont été mises en œuvre, et tout cela pour pouvoir tirer des leçons d'abord et ensuite voir comment est-ce qu'on optimise dans cette mise en œuvre. Donc ça, ce sont des points assez importants à relever pour qu'aujourd'hui, dans le contexte international, nos politiques soient plus, j'allais dire, averties et que nous travaillons plus dans l'anticipation, tout ce qui est prospective, veille stratégique, intelligence économique, j'en parle, même des guerres économiques, parce que ça aussi, ça fait partie de l'approche qu'il va falloir prendre en compte en matière de définition des politiques au niveau de nos différents pays. Voici ce que je peux dire déjà d'entrée de jeu. Donc, merci beaucoup, Jean-Claude. Nous avons bien compris l'importance de la cohérence, de la synergie qu'il doit avoir entre les politiques sectorielles à l'intérieur d'un pays. Alors, j'ai une préoccupation. Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a des outils qui peuvent permettre vraiment de pouvoir surveiller ou bien de pouvoir nous assurer de cette cohérence? Parce qu'il y a les ministères de l'économie de manière générale qui sont en charge de cette cohérence. Mais est-ce qu'il y a des outils qui sont là? Est-ce que vous avez une expérience, une connaissance dans certains pays où ces outils peuvent permettre de faciliter l'évaluation de l'impact qu'un sectoriel dans l'éducation peut avoir sur celui de la santé ou bien que celui des infrastructures peut avoir sur celui des routes, par exemple? Il y a des outils, il y a beaucoup d'outils de modélisation de politique qui existent, il y a beaucoup. Mais notamment, il y a un outil qui a été récemment développé, qui existe, qui est utilisé aujourd'hui, qu'on appelle le Threshold 21, ISDJ, qui est développé aussi par le Millennium Institute. C'est la Côte d'Ivoire aussi s'est dotée de ce outil-là, mais il doit être actualisé. Mais c'est un outil qui utilise la dynamique de système pour l'analyse des politiques, la modélisation des politiques et aussi l'évaluation de ces différentes politiques-là. Dans la chaîne de valeur de ces politiques-là, c'est un outil qui permet aussi de faire de la prospective, de la veille et aussi de se projeter dans du long terme, même du court terme et du long terme, pour apprécier un peu l'évolution des différentes politiques qu'on élabore. Parce que toute la chaîne de valeur de la politique nationale des États, ça part déjà de la définition même de la politique elle-même, sa conception, sa formulation, son évaluation, pourquoi pas, son adoption au niveau national. Il y a des secteurs même qui n'ont pas encore fini d'élaborer leur politique sectorielle, ou bien qui sont en sommeil, partant de la politique pour pouvoir avoir leur stratégie et mettre en œuvre. Donc vous voyez que souvent, il y a des secteurs qui n'ont pas de politique, pendant que d'autres ont des politiques, ont des stratégies. Et comment est-ce que ces secteurs, par exemple, n'ont pas encore élaboré leur politique dans certains domaines, peuvent mettre en cohérence déjà leur stratégie, leur programme en lien avec les autres secteurs. Et ça, c'est des cas qu'il va falloir combler. Et donc, l'outil, par exemple, dont je parlais tantôt, est un outil qui est mis en œuvre déjà il y a plus de, j'allais dire, dans cet outil, vous avez au moins 3600 variables de stock qui sont à l'intérieur, qui peuvent être suivies, qui adressent l'ensemble des secteurs. Vous avez au moins plus de 40 pays qui sont dotés de cet outil-là. Par exemple, je peux citer le Malawi, le Bangladesh, la Chine, l'Italie même, les États-Unis, la Côte d'Ivoire, je crois aussi le Sénégal est doté du modèle Threshold 21 aussi. Et j'en passe plus de 40 pays, n'est-ce pas, qui déjà ont adopté ce outil-là, qui travaillent avec cet outil-là. C'est un outil aussi qui a deux interfaces. Il y a un modèle de recherche et puis il y a l'interface utilisateur pour les décideurs en fait. Et donc, il est nécessaire et c'est un outil qui est vorace en matière de données parce qu'il faut vraiment collecter des données dans tous les secteurs et puis pouvoir utiliser cet outil-là de façon efficace. Mais aussi, il demande qu'il y ait une ressource humaine formée, qualifiée pour pouvoir tourner le modèle et faire, n'est-ce pas, des analyses,
n'est-ce pas, collecter les données, traiter les données, ensuite, j'allais dire, analyser ces données-là et voilà, orienter les décideurs en matière de, parce qu'il y a des simulations, il y a des hypothèses à émettre et tout cela pour pouvoir orienter un peu les décideurs, mais mettre en cohérence, n'est-ce pas, l'ensemble des politiques. Parce que quelque part, pour la Côte d'Ivoire, ce qui a été utilisé, par exemple, pour évaluer la mise en œuvre des ODD, par exemple, et aussi pour évaluer l'étude nationale prospective de la Côte d'Ivoire. Donc ça aussi, c'est des éléments qui peuvent être utilisés, qui sont factuels. Mais le plus important en utilisant ce genre d'outils-là, c'est de voir un peu comment est-ce que les indicateurs, qui sont les indicateurs clés des différents secteurs, évoluent dans la durée. Et ça, c'est très important. Les indicateurs qui sont communs à plusieurs secteurs et qui interagissent en plusieurs secteurs, il va falloir les suivre. Et aussi, voir aussi la possibilité d'affectation de ressources financières aux différents secteurs. Parce que traditionnellement, dans nos pays, les ressources financières sont allouées aux différents secteurs en fonction de leur importance jugée. Souvent, peut-être le ministère de la Santé peut être bénéficiaire de plusieurs milliards alloués, n'est-ce pas, pour son fonctionnement, et ça reste comme ça durant plusieurs années, par exemple. Alors, quand nous utilisons la dynamique de système, on peut se rendre compte que, tiens, il y a lieu de corriger cela, par exemple. Peut-être que pour ce plan national de développement qui va être mis en œuvre, le secteur de l'éducation, peut-être, aura une dotation plus conséquente parce que c'est très important, jugé important parce que en matière d'affectation de ressources pour ce secteur, on verra l'impact que ça aura sur les autres secteurs, par exemple. Ou bien, on décide d'allouer plusieurs ressources, soit à l'industrialisation, à l'éducation, à la santé, par exemple, pour comment on appelle ça là, pour le nouveau plan de développement. Et peut-être, pourquoi pas, pour le prochain plan de développement, allouer plus de ressources, pourquoi pas, au secteur, j'allais dire, de l'agriculture. Voilà. Et qu'est-ce qu'on attend à l'horizon, peut-être dans l'horizon 2040, 2050, par exemple, en le faisant? Et comment est-ce que les indicateurs, qui sont les indicateurs clés de ces différents secteurs-là, évoluent lorsqu'on le fera? Et ça, c'est très important pour pouvoir le dire. Donc, c'est un modèle qui existe et c'est un modèle qui prend en compte les aspects sociaux, économiques et environnementaux. Il y a au moins 10 secteurs adressés au niveau social, 10 secteurs au niveau économique et 10 secteurs aussi au niveau environnemental. Et dans tous ces secteurs-là, quand vous prenez le modèle, vous allez voir que les indicateurs qui tournent dedans sont des indicateurs, il y a des indicateurs qui sont partagés entre les différents secteurs. Donc, du coup, on a une possibilité d'apprécier le comportement de ces indicateurs-là de façon dynamique. Et puisque là, lorsque vous allouez les ressources, c'est basé sur le PIB national, par exemple, qui est, vous comprenez mieux comment est-ce que les choses évoluent et comment la pertinence, n'est-ce pas, des interventions au niveau de ces différentes politiques en matière d'allocation de ressources financières. Ok, merci beaucoup Jean-Claude. Nous avons compris vraiment l'importance de ces outils, notamment pour modéliser de manière dynamique tout ce qui concerne les décisions des politiques sectorielles, la capacité à pouvoir les mettre en œuvre par la suite, et tout cela pour pouvoir aider les décideurs dans leur prise de décision. Merci vraiment beaucoup pour ta disponibilité là où tu es en Côte d'Ivoire. Nous allons rester en contact au cas où on a des sollicitations d'institutions, de gouvernements ou de clients qui souhaitent en savoir plus sur ces outils qui sont assez spécifiques dans notre environnement et ces outils qui peuvent certainement aider les États ou les administrations qui ne les ont pas encore à pouvoir faire des modèles vraiment de manière dynamique et à être beaucoup plus optimales dans leurs décisions. Ok, merci Jean-Claude. C'est un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous. À tout moment, je reste disponible et puis voilà, on espère que les choses vont changer dans nos différents pays pour que nous puissions avoir un développement réel, factuel, visible et qui profite à nos populations. En tout cas, je vous remercie, je reste disponible. Merci Jean-Claude. Porte-toi bien. Allez, ciao. Merci bien. Allez, merci. À bientôt. Ok, on est arrivé au terme de notre échange, donc on reste disponible pour tous les consultants qui souhaitent pouvoir valoriser leurs compétences. C'est le label du cabinet de pouvoir valoriser les compétences spécifiques des Africains. Merci bien, à bientôt. ASIA Consulting est la plateforme créée par le bureau d'études ASIA Expertise dans le but de connecter les experts et les consultants de divers domaines. Notre vision est de valoriser les compétences africaines en mettant en place un système de réseautage et de renforcement des capacités. Vous êtes consultant, vous cherchez de nouvelles opportunités, vous trouverez sur la plateforme des missions quotidiennes dans divers domaines qui y sont publiés. Nos webinaires thématiques vous permettent de mieux comprendre le marché, d'enrichir vos compétences
et de profiter des conseils pratiques d'autres experts. Élargissez votre réseau en vous connectant à d'autres consultants, partagez votre expérience et créez de nouveaux consortia. Profitez des conseils pratiques et des ressources spécialement conçues pour optimiser votre activité de consultant. Rejoignez ACA Consulting et faites partie de la communauté qui transforme le paysage du conseil en Afrique. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au numéro ci-après. ACA Consulting, la valorisation de l'expertise africaine.